vous évoquez les Acadiens. Mon problème, effectivement, c'est que les filles du roi, ça tient en 10 ans. Hein. Les Acadiens, c'est un peu plus de 150 ans. En 150 ans d'histoire, ça ne se raconte pas de la même façon. Donc je ne pourrai pas vous raconter 150 ans d'histoire, je vais essayer de survoler un peu tout ça. Vous parlez de l'installation en Acadie, donc les 30 premières années. Il vous donnera un peu le là de tout ce qui va se passer en Acadie. Et après, je passerai de loin en loin pour arriver à ce qu'ils ont vécu, ces pauvres Acadiens. Donc l'Acadie, il y a 400 ans, quand ils rêvaient de la Nouvelle-France, c'était un territoire gigantesque, grand comme la France. Ça comprenait le Maine, le Nouveau-Brunswick, la presqu'île qui s'appelle la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, etc. Donc, et toutes les îles du golfe de Saint-Laurent, du Saint-Laurent, oui, donc que vous connaissez peut-être, l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, qui s'appelait l'île Saint-Jean à l'époque, etc. Donc il y a tout un tas d'îles. Voilà. Donc ces braves gens sont partis il y a 400 ans. Et effectivement, vous connaissez peut-être pas grand-chose de cette histoire. C'est bien les 150 ans dont je vais parler pour arriver à ce qu'ils ont appelé le grand dérangement. En 1524, on avait envoyé quelqu'un qui s'appelait Giacomo Verrazzano, un Italien, mais il travaillait pour le roi de France à l'époque, et il avait reconnu toute la côte. Hein, c'est le premier qui a donné à ce bout, l'Acadie, le nom, pas d'Acadie, mais de Nova Gallia, Nouvelle-Gaule, Nouvelle-France. Mais en 1524, on est pris en plein milieu des guerres avec les protestants, de la réforme, etc., etc. Donc tout l'avantage qu'on avait à avoir été reconnu par quelqu'un pour la France, on ne l'a pas utilisé, il a fallu attendre beaucoup de temps avant qu'on aille faire un tour là-bas. Donc on attend le règne de Henri IV. Henri IV, sous ce règne, on organise une expédition en 1603. Un certain François Gravé-Dupont. François Gravé-Dupont, qu'est-ce qu'il laisse en Acadie? C'est qu'on a déjà vu le Saint-Laurent avec Jacques Cartier, on avait déjà vu avec Verrazzano un peu tous ces pays. On sait qu'il y a beaucoup de fourrures, il y a beaucoup de poissons, et donc on aimerait bien faire la traite des fourrures, amener les poissons. Et donc il convainc un monsieur, Pierre Dugas-de-Mont, de dire ça serait bien d'obtenir le droit de pêche et le droit de vivre là-bas. Donc Dugas-de-Mont demande au roi et il obtient le privilège d'avoir le titre de lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-France, c'est-à-dire tout ce qui existait en Nouvelle-France à l'époque. C'est un terrain gigantesque, hein, c'est plus de 10 fois la France. Voilà. Donc, il monte une expédition avec quelques riches commerçants, parce que bon, ça leur rapportait de l'argent, il y a des couturiers, des poissons. Donc, il amène des artisans, il amène quelques architectes, il amène des charpentiers, etc., etc. Quelques tailleurs de pierre et des soldats, et ils font voile en direction de l'Acadie. Ils sont accompagnés par un seigneur qui s'appelle Jean de Biencourt de Poutrincourt. Ils sont accompagnés aussi par un monsieur dont vous avez déjà entendu parler, Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, géographe, cartographe, etc., etc. Et dans ses mémoires, il dit « pour le plaisir de la chose », monsieur, qui nous accompagne. Ce qui est intéressant. Donc ils partent sur un navire qui s'appelle la Bonne Renommée. On est le 7 avril 1604 et on part du Havre. Et on va en direction de l'Acadie et on donne rendez-vous à 2 autres navires qui partent, eux, de La Rochelle. Un va aller à Tadoussac, la traite des fourrures avec nos copains montagners par là-bas, et le deuxième qui va rejoindre le premier et qui lui amène François Gravé-Dupont, et tout le monde va se rejoindre et on va essayer de trouver de quoi s'installer en Acadie. Donc je ne vais pas vous donner tout le détail de toutes les péripéties qu'ils ont fait avant d'arriver en Acadie. Hein. Cette approche des fortunes de mer, les orages, les tempêtes, les bancs de glace, etc., on va oublier, sinon, si je commence par ça, on n'est plus arrivé au bout. Donc, on s'était donné rendez-vous à Cap Canso, c'est ici, le point que je vous ai noté. Hein, Cap Canso, personne n'y arrive.
Les fortunes de mer font que le premier navire, hop, il arrive ici, à un endroit qui s'appelle rien du tout dans un premier temps, et qui va s'appeler la Hève, puisque le premier bateau arrivé est parti du Havre, il dit, ben, c'est la Hève, on est arrivé. C'est la consonance à peu près comme le Havre. Donc, à la Hève, eh ben, on est les premiers, on est obligé d'attendre, donc Champlain, il dit, moi, je n'entends pas, je vais aller faire un tour, hein. Je prends une barque avec quelques hommes, et puis il commence à faire le tour de cette presqu'île, là, et c'est lui qui va quasiment donner le nom à tous les petits points, Cap Sable, Cap Fourchu, etc. Et à chaque coup, il y a une histoire pour donner le nom. Donc, on commence à faire les histoires de chaque point. Voilà, on pourrait s'arrêter. Donc, au bout de quelques mois, quand même, tout le monde finit par se rejoindre. Et là, on dit, bah, on va essayer de trouver un coin pour s'installer correctement. Donc, on contourne le Cap Sable et on rentre dans la baie. Et de monde dit, ben voilà, ça s'appelle la baie française. On est les premiers à venir là, on va donner le nom de baie française. Et puis dans la baie française, on va rentrer dans un bras de mer qui est là. Ce bras de mer, ce bras de mer, on va lui donner un nom, Port-Royal. Bon, il dit, bah, c'est bien, mais on va peut-être refaire le tour, on continue à faire le tour de la baie française, on traverse. Le 24 juin, on est là. Le 24 juin, comme on est là, la rivière, on l'appelle Saint-Jean. Hein, donc à faire. On continue à faire le tour et on arrive à une autre rivière. La rivière a des affluents en espèce de croix, on dit c'est la rivière Sainte-Croix. Et au milieu de la rivière Sainte-Croix, on trouve une petite île. On dit tiens, ben, ça serait pas mal pour s'installer. On est au milieu d'une île, on a de l'eau autour de nous qui va nous protéger un peu des maraudeurs éventuels. On n'est pas trop loin des Indiens qui peuvent nous aider. Et ben voilà, c'est là qu'on va s'installer. Donc on érige une douzaine de maisons. Ça forme une espèce de fort, voilà, avec une cour centrale. C'est là qu'on va s'installer. On s'installe, on passe l'hiver. Alors l'hiver, on est très haut, hein, au bord de l'Atlantique. Il y a le courant du Labrador qui descend. Il fait très froid. On avait prévu qu'il fasse froid, mais pas autant que ceux qu'on a eu cet hiver-là. Donc, les habitants de cette maigre maison, de cette maigre colonie, ils eurent, disait à l'époque, de grandes incommodités. Hein, on avait ramassé du bois, mais peut-être pas assez pour avoir chaud. On a de l'eau, mais on n'en a pas assez pour boire. Il n'y a pas, ça manque d'eau douce. Hein. La rivière, elle est au bord de la mer, là. Il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de froid. Et puis au bout d'un moment, ben, on attrape des maladies. Et les maladies, le quartier les avait déjà décrites. Hein. Ça commence par les pieds, ça remonte, les nerfs se noircissent et se rétrécissent. Et puis ça vous prend les jambes, les hanches, les mains, ça remonte jusqu'au cou. La bouche qui est infectée, c'est le scorbut. Ils étaient 80, il y en a 36 qui décèdent dans l'hiver. Voilà. Ça commence bien, la colonie. Donc, ils se sentent pas bien. Cette première étape a été quand même reconnue 300 ans plus tard, en 1904. Les gens de la vallée de Sainte-Croix ont demandé aux autorités de mettre une plaque pour reconnaître. Alors, comme on est dans le Maine, c'est écrit en anglais. C'est pas écrit en français, ça doit être des Français qui sont arrivés là, c'est écrit en anglais. Notre ami Gravé de Pont arrive pour les secourir avec un bateau, et ainsi que 40 hommes, 40 nouveaux hommes. Et il décide, on ne va pas rester là parce que ça s'est mal passé, il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Alors je ne vais vous pas essayer toutes les péripéties parce que vous l'avez vu sur la carte d'avant, ils font tout un tas de tours dans tous les sens pour les trouver. Ils ne trouvent rien de mieux, ils traversent, ils vont à Port-Royal. Et c'est là qu'ils s'installent. C'est-à-dire que les 40 nouveaux qui viennent d'arriver, qui eux sont en forme, vont démonter tout ce qu'ils avaient monté sur l'île Sainte-Croix et on va le remonter de l'autre côté. Et on va créer Port-Royal. Donc on n'est pas directement sur la baie, on est sur un bras et c'est là qu'on va monter notre petite fort. Et la Poste du Canada a commémoré le 400e anniversaire de cette installation
en 1604, en 1605, je veux dire. Voilà. L'hiver sera un peu moins rigoureux. Donc, uniquement 12 morts. Voilà. Et puis Gravet-Dupont qui est resté, et ben, au printemps, il n'est pas très en forme. Il dit, bon, ça s'est un peu mieux passé, bon, on va attendre les secours qui arrivent, parce que tous les ans, il faut amener des bateaux, parce qu'ils n'ont pas encore de quoi se nourrir complètement. Et puis, bon, arrive le mois d'avril, personne, le mois de mai, personne, le mois de juin, personne. On est mi-juillet, ils disent, eh ben, c'est pas possible, ils ne vont pas venir. Donc nous, on va crever, donc il faut faire autre chose. Ils remontent sur le bateau, et ils commencent à partir en disant, ben, on va aller à Gaspé, un peu plus haut, il n'y a pas d'habitation, il n'y a personne qui habite pas là. Mais à Gaspé, on va peut-être trouver des pêcheurs basques ou bretons qui sont venus chercher la morue, qui vont peut-être nous aider à rentrer en France. Ils partent sur leur bateau, ils ont à peine fait le tour de l'île, et le secrétaire de Demont arrive avec un bateau. Il a été retardé en mer, fortune de mer. C'est-à-dire que pour venir en Acadie à partir de la France, quand on part de Saint-Malo, il faut à peu près 35-40 jours. Quand on part du Havre, ou de Dieppe, ou de La Rochelle, quelquefois on peut mettre 3 mois et demi. Donc vous savez quand vous partez, vous ne savez pas quand vous arrivez. Donc là, ben, ils rencontrent heureusement le secrétaire de Demont et ils reviennent à Port-Royal et ils redémarrent l'activité. Mais l'activité, ben, c'est pas très florissant, on n'est pas très nombreux. On essaie de commencer à créer quelque chose, mais on apprend que les ravitaillements ne vont pas arriver. Plusieurs fois. Donc en 1607, on décide d'abandonner la colonie parce qu'on ne va pas être ravitaillé, parce que notre ami Demont qui nous ravitaille, ben, il n'a plus d'argent et que ça ne se passe pas très bien à la cour pour avoir des subsides. Donc on va abandonner Port-Royal, on remonte d'un bateau, on est en août 1607 et on va rentrer en France. Samuel Champlain ne reviendra plus en Acadie, puisqu'on sait qu'en 1608 il va créer le Québec. Mais les autres ils vont revenir en 1610. Et le seigneur de Poutrincourt va laisser la place à son fils. Il devait venir, Jean, il n'est pas venu. Et la prochaine fois, c'est Jean qui va venir, plus le père. Voilà. Alors, début pas très prometteur de l'Acadie, mais dans le même temps, nos petits copains anglais, ils ne restent pas à rien faire. Le roi d'Angleterre, Jacques Ier, il décide d'offrir à 2 colonies, la colonie de la Nouvelle-Angleterre, la compagnie de Virginie, la compagnie de Nouvelle-Angleterre, il leur offre les terres que le roi de France a attribuées 3 ans avant aux Français. Donc tout va bien. Toute la table est servie pour que ça se passe mal. Donc, au milieu de tout ça, il y a un monsieur qui s'appelle Bertrand, dans cette colonie, qui écrit à son frère, qui est resté en France, qui lui dit bah, monsieur de Poutrincourt, il y a 2 ans et demi, il a amené des vaches. Mais les vaches, elles meurent. Parce qu'il n'y a pas de dames de village qui savent s'occuper des vaches. C'est-à-dire que là-bas, pour créer la colonie, on a envoyé des hommes. Et en face des hommes, il y a des Amérindiens, des Amérindiennes, mais les vaches, ils ne connaissaient pas. Donc ils ne savent pas, et donc les vaches, elles meurent. Et le monsieur, dans la même lettre, il dit, bah, ça manque de femmes. Hein, ils sont allés 40 ans au début, hein, bon, et tout le monde n'a pas survécu. Donc voilà. Donc ils quittent la colonie, et ils avaient laissé 2 personnages dans la colonie, parce qu'eux, ils s'étaient coquinés avec 2 Amérindiennes. Hein, donc ils laissent Port-Royal à un monsieur qui s'appelle Mampertout, qui est le chef des Micmacs. Hein, parce que je ne vous ai pas parlé des Indiens qui habitent cette région de l'Acadie. Hein. Ce sont des Hurons, 3 tribus différentes. La tribu des Micmacs qui occupe plutôt la péninsule, les Abénakis qui sont plutôt à la limite du Maine, et les Malécites qui sont plutôt ce qu'on appellera le Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc on est très amis avec eux, tout se passe bien. Hein, et c'est eux qui nous hébergent, qui nous font vivre les 3 quarts du temps. On revient en 1610. On reprend vie. On a ramené du monde. Malgré les échecs,
les quelques pionniers voient toujours un terrain propice, hein, à l'installation. Alors il y a deux façons de voir le terrain propice. On a les seigneurs qui possèdent un peu l'argent pour s'installer. Eux, ils voient la traite de la fourrure des poissons. Et par contre, ceux qu'on amène avec nous, c'est les terres. Il n'y a pas grand monde, on peut s'installer. C'est pas obligatoirement exceptionnel comme terre, mais on peut faire son trou, on peut faire... Voilà. Donc, notre ami Poutrincourt part s'installer en Champagne. Il est originaire de Champagne. Il laisse un peu la place à son fils. Et ce monsieur décédera assez vite en Champagne. Et c'est le fils qui va s'occuper de la colonie. À partir de ce moment-là, le fils recrute des colons, encore, et recrute deux personnages qui s'appellent Claude et Charles de Saint-Étienne de la Tour, encore des petits nobles, qui cherchent un peu l'aventure. Ils constituent un équipage et ils retournent en Nouvelle-France. On est en 1610, on part de Dieppe, et on amène du monde. On amène du monde, on amène en particulier des prêtres, hein, parce que dans la mission qui a été confiée aux gens à qui on donnait le pouvoir de faire le commerce, on a dit oui, ok, faites du commerce, mais vous amenez des missionnaires et vous évangélisez les Indiens. Ok. Donc, Poutrincourt, le jeune, en arrivant à la colonie, il est surpris. Le 24 juin de cette année-là, on fait le baptême d'une vingtaine d'Amérindiens. Mon père tout et une partie de sa tribu. Ses enfants, ses filles en particulier, voilà. Donc, il dit chouette, un certain enthousiasme dans la colonie, ça commence à prendre, les Indiens sont gentils avec nous. Et Poutrincourt avait eu la demande du confesseur du roi ainsi que de Madame de Guercheville d'amener deux jésuites. Il avait dit, lui, des jésuites dans sa tête, c'est des mecs qui mettent leur nez partout, on va pas pouvoir faire du commerce comme on veut. Donc, je ne peux pas les amener tout de suite puisque je n'ai pas de résidence pour les accepter, etc. Donc, on reviendra les chercher quand on aura monté quelque chose pour eux. Voyant qu'on arrive à baptiser les Indiens, ils disent, hop, le fils tu vas chercher, hein, tu les ramènes. À peine arrivés, les jésuites s'en prennent aux prêtres fléchés qui avaient fait les baptêmes. On dit, c'est scandaleux, la façon, la préparation au baptême, alors, etc. Effectivement, les Indiens, ils ne parlent pas français. Hein. Ils parlent amérindien, on les a quand même baptisés. Donc on leur a pas appris grand-chose de ce qu'ils devraient savoir pour être baptisés, parce qu'on les baptise alors qu'ils sont âgés. Donc, ça remonte à la cour. Ils font ça fait les gorges chaudes à la cour. Entre les gens qui sont pro-Acadie et les gens qui sont contre l'Acadie. Ça monte à la Sorbonne. Et puis ça revient, et Madame de Guercheville dit, c'est comme ça, si vous maltraitez mes jésuites, eh ben je vous donne plus tout. Et donc c'est reparti pour un tour. Hein. Il y a des gens qui disent, eh ben non, on ne va pas avoir beaucoup d'argent. Donc le fils Poutrincourt, qui a pris un peu les rênes de la colonie, dit, il faut essayer de ménager la chèvre le fou. Hein. On va rester à Port-Royal avec l'abbé Fléché, qui est celui qui vient de baptiser mon père tous ses enfants, et puis on va créer une nouvelle colonie, enfin une ville en face, à Saint-Sauveur, pour les deux jésuites. Donc on va créer ici, à Saint-Sauveur. Donc on est 14 personnes, indépendamment des curés, et voilà. Pas beaucoup de monde, hein, et on va se partager en deux. Donc vous voyez deux curés d'un côté, un de l'autre, les juifs d'un côté, et puis voilà. Bon. Et quand on fait ça, ben, il y a nos petits copains anglais qui commencent à s'installer sur la côte américaine. Hein, nous, on a mis le pied en 1604, eux, ils ont mis le pied en 1607 à Jamestown, un peu plus bas en Virginie. Et M. Thomas Dall, le gouverneur de Virginie, mais qu'est-ce qu'il vient de s'installer de ce côté-là? Il appelle un de ses officiers, Samuel Argall, ce brave monsieur qu'on voit au milieu, et il dit, ben, tu vas t'occuper de Saint-Sauveur, hein. Ça ne doit pas rester là. Donc, ils foncent vers Saint-Sauveur, on est au mois de juillet, ils rassent Saint-Sauveur, ils piquent le bateau, Jonas, ça s'appelle le bateau,
Il récupère les 14 colons qui sont là, il les amène à Jamestown prisonniers. Il amène les 2 prêtres, mais il les libérera malgré tout, les 2 prêtres. Les prêtres Fiard et Barre, les 2 jésuites. Et quand il a fini, il met une croix, il dit ça appartient au roi d'Angleterre. Il va sur l'île de Sainte-Croix à côté, il fait pareil, il met une croix, il dit ça appartient au roi d'Angleterre. Il va faire le tour et il brûle tous les bâtiments de Port-Royal. Voilà. Donc on est en 1613, Port-Royal a été brûlé. Aux gens qui habitent là, il ne reste que un moulin et quelques granges. Ils disent qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous les autres ont été pris. Eux, on les a laissés tranquilles. Parce qu'a priori, on lui avait dit c'est ça que tu rases. On lui a pas dit d'aller faire le reste, mais il en a profité. Il était là, on va faire un tour, on va continuer. Voilà. Donc, ces braves gens, ils sont coincés un peu sur leur île. Ils disent, on n'a rien à gagner ailleurs. La grâce de Dieu, on va rester là, on va essayer de passer l'hiver encore une fois, et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. Notre ami Poutrincourt revient l'année d'après, le mois de mars. Il voit l'état pitoyable de la colonie. Il n'y a plus grand monde. Hein. Il y a 6 personnes en place. Hein. Pour une colonie qui est un peu plus grande que la France, c'est pas beaucoup. Hein. Bon. Donc il dit, pour moi, j'ai plus rien à gagner là-dedans. Donc le fils, lui, il y croit encore. Et le fils, il dit, avec la poignée de gens qui sont là, je vais essayer de continuer. Voilà. Il ne désespère pas, lui, il voit toujours les gros bénéfices avec les fourrures en particulier. Bon. Donc il décide de rester, de tenter l'aventure. Et parmi eux, il y a le fameux Charles de Latour, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était venu, qui dit moi je veux bien rester aussi. Donc il y a 2 responsables et 4 colons. Pour bosser, c'est vachement bien. Hein. Bon. Heureusement qu'il y a un peu les Indiens qui nous aident régulièrement, je n'en parle pas beaucoup. Ils sont à côté de nous, ils nous aident, et quand on a quelque chose à construire, ils sont aussi là. Il n'y a pas que les 4 pèlerins là, qui sont là au hasard. Donc les 2 principaux, Charles de Latour et Jean de Biencourt, enfin de Poutrincourt, qui vont contacter un monsieur qui s'appelle Lomeron, qui est un marchand de La Rochelle. Il dit voilà, tu viens tous les ans et on aura prévu pour toi les fourrures, etc. Et toi tu te débrouilles pour les vendre. Donc, tout se passe bien pendant une petite dizaine d'années. Les 2 font du commerce avec Lomeron et les autres ils s'installent leur petite ferme. Et ils ont de quoi manger, etc., etc. Au milieu de tout ça, on a essayé de monter un fort qui s'appelle Pentagouette. C'est un peu plus loin, en descendant. Le but du jeu, c'est de trouver un endroit pour faire la traite avec les Indiens, pas uniquement ceux qui sont sur l'île, mais aussi ceux qui sont un peu plus loin en Amérique, aux futures Amériques. Voilà. Dans le même temps, comme on n'est pas très nombreux, que Port-Royal, c'est un peu trop exposé, ils savent où on nous trouvait, ils décident de descendre sur la côte, entre Cap-Salles, voilà, par là. Ils ne sont pas des nombreux, mais ils descendent. L'automne se passe bien jusqu'en 1623. En 1623, malheureusement, Charles de Biencourt décède. Donc, il ne reste au commandement de la troupe que Claude de Latour, qui continue la petite troupe, et pendant un certain temps, il y a un voile sombre qui couvre l'Acadie. Eux, ils travaillent, ils font leurs petites affaires, et le reste, il ne se passe pas grand-chose. Mais on arrive aux années 1625, 1626, 1627, 1626, arrive quelqu'un en France qui fait parler de lui, qui est nommé principal ministre, avant d'être nommé Premier ministre plus tard, c'est le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, c'est lui qui va lutter en particulier contre les protestants. En 27-28, il fait le siège de La Rochelle, la protestante, qui est aidé par les Anglais. Et faisant le siège, au bout d'un an, le siège porte ses fruits, récupère La Rochelle, et les Anglais disent
ils viennent de nous piquer La Rochelle. Bon, voilà, le piquer ce qui reste de la France de l'autre côté. Et en particulier, 3 frères, qui sont 5 frères, mais il y en a 3 qui vont se débrouiller pour partir, c'est les frères Kirk. Alors c'est un nom écossais parce que le papa est d'origine écossaise, mais les frères Kirk sont en réalité français. Ils sont tous nés à Dieppe, mais ils sont protestants. Donc dans la France, qui ne veut pas des protestants, ils ont traversé, ils ont été s'installer en Angleterre, à Londres. Et donc ils demandent à Charles Peuanmier, qui leur offre 3 vaisseaux pour aller embêter les Français de l'autre côté. Les Français de façon générale, l'Acadie aussi bien que les Québécois. Et les frères Kirk, ils arrivent. En cours de route, ils tombent sur des bateaux français et ils les coulent et récupèrent les capitaines. Et parmi les capitaines, il y a le fameux Claude de la Tour qui était allé chercher des provisions et qui revenait à Cap-Sable, ramener des provisions pour les copains. Mais bon, il est fait prisonnier. Donc, il récupère une petite île qui s'appelle Mixou. Mixou, c'est en face de Gaspé. Alors, c'est une île où il n'y avait personne. Il y a quelques bâtisses, c'est là où les pêcheurs s'arrêtent en temps quand ils viennent faire les campagnes de pêche autour de Terre-Neuve. Ils s'arrêtent à Mixou. Donc lui, il s'installe à Mixou et puis à partir de là, il fait des raids un peu partout. Donc il va raser Pentagouette, il va regarder Port-Royal pour voir s'il reste des choses, il va un peu éradiquer tout ce qui existe de Français au bord de la côte. Mais les frères Kirk ne savaient pas qu'ils étaient partis, donc il les trouve pas cela. Mais il dit à ses confrères, il n'y a plus personne. Donc vous pouvez y aller, en Acadie, il n'y a plus personne. Donc la France semble ne plus s'occuper de l'Acadie. On a l'impression du côté anglais qu'il n'y a personne. Et puis il y a un Anglais, William Alexander, prévenu par les Kirk. Ce monsieur dit, moi j'aimerais bien installer des Écossais là-bas. Pour faire cracher de l'argent aux Écossais, c'est un peu dur, mais bon. Il va voir le roi d'Angleterre et il dit, nos Écossais ne sont pas prêts à partir de chez eux. Si vous voulez les inciter à partir, pour créer, comme vous l'avez fait pour les Anglais, pas une Nouvelle-Angleterre, mais une Nouvelle-Écosse. Donc, vous me donnez l'Acadie, on appelle Nouvelle-Écosse, et vous allez voir, ça va marcher. Quand cela tienne, le roi dit, signe, ok, je vous nomme l'ordre propriétaire de l'Acadie. Et c'est reparti pour un tour. On change, les Anglais, les Français, chacun à leur tour, donnent à leurs concitoyens le droit d'aller s'occuper de ce terrain. Donc, ce monsieur retourne en Écosse, il fait un peu choupan quand même, les Écossais ils sont un peu radins. Et donc, il n'arrive pas réellement à occuper l'Acadie. Mais l'Acadie, pendant ce temps, elle est tranquille. Les Anglais sont en guerre avec les Hollandais. Donc, pendant ce temps, ils nous laissent tranquilles. Enfin. Et on arrive à la fin de cette période où ils sont en guerre avec les Anglais, les Hollandais, et il y a une troupe anglaise qui vient pour éradiquer ce qui va s'appeler prochainement New York, et qui s'appelle encore la Nouvelle Amsterdam. Ça s'appelait Angoulême avant, mais bon, c'est la Nouvelle Angoulême, mais bon, ça s'appelle la Nouvelle Amsterdam. Donc cette compagnie qui passe, et en allant vers la Nouvelle Amsterdam, ils appellent que la guerre est finie. On est là, on ne va pas rien faire. Il y a quelques corsaires français qui ont fait quelques actions contre les Anglais, donc on va aller éradiquer l'Acadie. Voilà, tant qu'à faire. Donc ils vont en Acadie, ils essaient de tout écraser en Acadie, et puis ils disent tout va bien, il n'y a plus personne, vous pouvez y aller. Et donc effectivement, comme ils ont dit qu'il n'y a plus personne, on peut y aller. Les Écossais finissent par sortir un peu d'argent. Soit une soixantaine d'Écossais sont prêts à mettre un peu d'argent pour s'installer. Et donc, notre ami William Alexander arrive à installer à Port-Royal, devient écossaise. Voilà. Et on l'installe. Et il montre son système. Il dit, voilà, moi je suis le propriétaire de tout. Vous mettez un peu d'argent, je vous nomme
chevalier baronnet, vous êtes propriétaire d'une petite baronnie, et vous vous installez les colons que vous voulez, etc., etc. Puis en commençant à installer les gens, on s'aperçoit qu'il y a des Français qui sont là quand même. Hein, bon, c'est un peu embêtant. Donc, il ne veut pas les prendre mal. Les Écossais ne sont pas si mal que ça avec les Français, ils l'ont toujours été. Donc il dit, ben voilà, vous rentrez dans mon système et je vous laisse vos terres, vous bougez de rien. Alors le Charles de la Tour, il dit, ben, c'est intéressant. Charles de la Tour, il a épousé une dame de compagnie de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre n'est autre que Henriette Marie de France, la fille d'Henri IV. Donc, c'est toujours en famille, hein, tout. Voilà. Donc, Charles, il se laisse convaincre. Il va voir son fils pour lui dire, bah, on y va, hein. Le fils dit, tu plaisantes. Et ils en viennent aux armes. Donc, le père et le fils se battent, et puis avec les quelques soldats qu'ils ont avec eux, le père perd. Il n'a pas la vie, mais il perd. Donc, il va se réfugier chez les Écossais. Et le fils lui dit, ben, je t'ai jamais dit de partir, tu peux rester avec nous, tu ramènes ta femme et tu restes avec nous, mais tu te lis pas avec les Anglais. Le père rentre à Bercail et le fils reçoit enfin l'aide de la France qu'il avait demandé depuis 3 ans. Voilà. Donc on est installé dans le sud et tout va bien. On arrive de 1616 à 1632, on est sous régime anglais. Depuis que Argall a fait ses exactions et depuis que les Turcs sont passés par là, c'est plutôt les Anglais, puisque les Écossais sont installés à Port-Royal, c'est plutôt en régime anglais. Régime anglais qui a pris de la place. Mais en 1632, parchemin qui arrive de Paris, traité de Saint-Germain, qui dit à Claude de la Tour, tu es le lieutenant-gouverneur de l'Acadie, mais en même temps, on en a nommé un autre. Donc, il va y en avoir 2 en même temps. On a 22 individus présents sur le territoire, on va avoir 2 gouverneurs. Tout va bien. Alors, la France, comment elle est organisée? La France, c'est le spécialiste du millefeuille. Comme d'habitude, ça a commencé déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-France, ça part de Plaisance. Plaisance, c'est Terre-Neuve, jusqu'à la Louisiane. Donc il y a des gouverneurs partout dans toutes les colonies. Tous ces gouverneurs rapportent au gouverneur général de la Nouvelle-France qui est à Québec. Mais l'Acadie, il rapporte au gouverneur du Québec, au roi de France et au ministre de la Marine. Il doit répondre à tout le monde, ils sont 22, donc ça vaut le coup. Et quand en cas de guerre, c'est effectivement le gouverneur du Québec qui donne les ordres, mais celui qui a le pouvoir, il est à Saint-Germain-en-Laye, c'est le roi. Donc voilà, et puis on nomme un deuxième gouverneur. Donc ce deuxième gouverneur, il arrive en 1632, il a été nommé en 1630, il avait été nommé même avant le traité qui rendait. Alors ce nouveau gouverneur, il arrive parce qu'effectivement, le traité de Saint-Germain-en-Laye, les Français et les Anglais se disputent toujours par d'autres guerres, et chaque fois, la variable d'ajustement, c'est ce qui se passe en Acadie. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. 1613, ça appartient aux Anglais. 1632, on rend au roi très chrétien de France toute l'Acadie, tous les terres qu'avaient occupées les Anglais de l'autre côté. Donc, ce monsieur Isaac de Razy arrive pour dire aux Écossais qui sont là, messieurs, on vous a assez vu, dehors, mais vous avez le temps de partir. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Sir Temple, qui dit, mais comment ça se fait, moi? J'ai racheté les droits sur l'Acadie à la valeur de Charles de la Tour, et vous me mettez dehors? Mais ça m'appartient. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les Écossais. Et la France et l'Angleterre disent, tu nous embêtes, on t'a assez vu, tu t'en vas de là. Le mec, il avait tout payé, mais on lui dit, tu t'en vas. Hein? Donc, à chaque coup, c'est le roi d'Angleterre qui décide de choses qui se passent à des milliers de kilomètres de chez lui, il ne comprend rien, il ne sait pas ce qui se passe. Et les braves anglais dans les colonies anglaises, ils deviennent de plus en plus américains, de moins en moins anglais.
Voilà, on est reparti on est français, on s'installe. Isaac de Razy fait venir, il arrive avec 12-15 familles quand il arrive. Il s'installe à La Hève, où était arrivé le premier bateau pour l'Acadie, et il y crée ses capitales, sachant qu'ils sont deux gouverneurs. Donc il y en a un qui est à Port-Royal, l'autre qui est à La Hève en face. Hein, donc tout va bien. Donc, je ne vais pas vous décrire toutes les péripéties qui se passent. Vous voyez un peu l'état d'esprit qui se passe en Acadie. Là, on essaie de s'implanter. Il y a des gens qui veulent faire des commerces, et il y a des gens qui veulent vivre tranquillement. Hein, les colons. On rentre dans une période de paix, entre guillemets, c'est plus les Anglais qui nous embêtent. Hein. Et bien maintenant, c'est, comme on a des gouverneurs différents, c'est eux, entre eux, qui se tirent la bourre. Hein. Parce que notre ami de la Tour, il va s'opposer au seigneur d'Aulnay, qui est le bras droit de la Hève. Enfin, de notre ami de Razy. Et donc, pendant qu'on se bat, alors que les Anglais ne nous demandent rien, eh ben, on va faire ami-ami avec certains. Donc, il y en a un qui appelle les Américains de Boston pour le défendre, et l'autre qui appelle les frères Kirk, en particulier le gouverneur de Plaisance, qui est un des frères Kirk, et voilà. Et on fait la guerre entre Français par personne interposée dans un pays que l'on souhaite occuper. Donc, tout se passe bien avec ça. Hein, l'appui de Boston d'un côté, l'appui des Ternavois de l'autre. On arrive en 1651, on a eu des batailles pendant 20 ans entre Aulnay et la Tour, et là, eh ben, on est de nouveau envahi par les Anglais, et de nouveau on est reparti pour 16 ans, pendant lesquels les Anglais vont être de nouveau le propriétaire du terrain. Donc je ne vais pas raconter tout ce qui se passe, c'est toujours la même chose. Hein. Et au bout du compte, on a un nouveau traité qui s'appelle le traité de Breda entre l'Angleterre et la France, où de nouveau, le roi d'Angleterre, il ne s'appelle plus Jacques, il s'appelle Charles. Hein, c'est Charles I et Charles II. On a le Charles III bientôt, mais voilà. C'est Charles I et Charles II. Et il nous dit, bah, on rend au roi très chrétien de France tout ce qui appartenait à l'Acadie. Mais les Anglais n'entendent pas de la même oreille. C'est-à-dire que au travers de tous ces traités, ils s'aperçoivent que les traités parlent d'Acadie, mais dans les articles 3 qui traitent de l'Acadie, on ne donne pas les frontières de l'Acadie. Donc ils vont jouer là-dessus. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils voient que dans les traités, c'est pas très clair sur les limites territoriales, c'est fini. Ils vont demander la possession de l'Acadie pendant toute leur vie. Voilà. Donc, avec ces traités où on rend aux Acadiens, le roi de France, il dit, bah, il faut remettre un peu d'ordre là-bas, il faut envoyer de nouveau un gouverneur qui va prendre les choses en main et qui va leur serrer la vis un peu. Mais c'est-à-dire qu'il envoie, le roi de France, des gouverneurs, oui, mais il n'a pas de troupes, il n'a pas de moyens. Il n'a pas d'endroit, il n'a pas d'ordre. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est la politique du laisser-faire. Hein, mais il n'a pas de moyens. Donc tous les problèmes qui lui arrivent, il ne peut rien résoudre. Donc il ne fait rien. Et donc les Acadiens s'organisent. Ils montent leur système. Hein, eux, ils veulent vivre là. Ils ont monté leur système pour eux. Ils n'en ont rien à faire de ce que demande la France. Ils n'en ont rien à faire de ce que demandent les Anglais. Nous, on vit là, et on s'organise pour nous, entre nous. Donc le grand problème de l'Acadie, pendant toute cette période, c'est que c'est toujours le lieu où on va s'étriper parce qu'on n'est pas amis avec les autres quelque part. Hein, donc, nos petits copains québécois n'apprécient pas les Américains qui prennent de plus en plus de place, les colonies britanniques qui prennent de plus en plus de place. Donc Frontenac, par exemple, au moment de la guerre de l'Île d'Augsbourg en 1790, envoie des armées en plein hiver pour raser un fort
dans l'État de New York, dans l'État du Maine, dans l'État du Nouveau-Brunswick. Et les Américains disent, il ne nous fait pas peur, ce monsieur, on va se renforcer et on va aller raser. Et on va aller raser l'Acadie d'abord, et puis après on ira voir les autres. Voilà. Donc, au lieu de s'attaquer directement au Québec, on commence par raser l'Acadie. On va embêter en particulier les fermiers, parce que les fermiers, ils ont monté leur système agricole. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau sur le territoire, ils ont monté des digues, etc., pour avoir de l'eau propre, pour faire leur culture. Et là, on leur détruit leurs digues. Détruire leurs digues, ça veut dire qu'on fait rentrer de l'eau de mer sur les terrains qu'ils cultivaient. Et pendant 3 ans, il n'y a plus de récolte. Il faut renettoyer la terre, c'est-à-dire qu'il pleut suffisamment pour que le sel s'en aille. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, dans le même temps, on balaye ces 150 ans. L'Acadie, ça ne monte pas vite, puisqu'on est là. Ça ne monte pas vite en population. On a monté quand même, mais ça ne monte pas vite. Les colonies américaines, ça monte quand même beaucoup plus vite. La Nouvelle-France, ça monte plus vite, mais ça ne monte pas très vite non plus. Donc, qu'est-ce que c'est que ces Acadiens? C'est quoi cette population acadienne? L'Acadie, c'est des attaques incessantes contre eux, et les Acadiens restent là, ils tiennent bon. Ils ont développé une capacité de résistance, de résilience, et d'adaptation à tout ce qui leur arrive. Pourquoi tout ça? Ils sont un seul peuple, une seule langue, une seule religion, et quasiment une même famille. Ils sont tous cousins les uns des autres. Donc, ils se rassemblent, solidarité, quand on n'a pas à manger, c'est l'autre qui lui donne, on partage les ressources, on partage les récoltes, on partage tout en permanence. Et on vit. Alors c'est plus facile de vivre là-bas qu'en France, parce qu'on a un bout de terre, donc on peut cultiver, si la récolte n'est pas bonne, on agriculture, mais on a le droit de chasser, on a le droit de pêcher. En France, un cerf, il n'a pas le droit de chasser, pêcher, etc. Il travaille pour le Seigneur, il ne gagne pas grand-chose. C'est ça qu'ils cherchaient là-bas. La liberté de faire ce qu'ils veulent, de vivre entre eux, de ne pas répondre aux lois des uns et des autres. Donc pendant tout le temps, ils voient passer les Anglais ou les Français, les Anglais leur disent il va falloir payer des taxes. On ne va pas vous payer des taxes, vous pouvez aller chercher ailleurs les carottes et les poireaux autrement. Parce que les sols à cultiver, quand il y a eu les Anglais, les Écossais, il y avait avant tout des soldats anglais et écossais. Donc c'est eux qui les fournissaient pour manger. Et voilà. Donc, ce peuple, il a vécu pendant longtemps. Il a évité les famines. Il y a des famines partout en France, pendant le règne de Louis XIV. Il y a eu plus de 800 000 morts de famine en France. Là-bas, on n'a jamais mouru de faim. Il y a eu une épidémie de peste. On l'a eu passer à Port-Royal, à l'époque des Écossais, donc 75 Anglais au tapis, et pas d'Acadiens. Ils passent au travers de tout, et ils vivent bien. Ils ne s'occupent que d'eux, ils vivent pour eux, ils ne s'occupent pas de ce que font les autres. Voilà ce que c'est que l'Acadie. Donc, les conflits entre la France et la Grande-Bretagne continuent, ne font que se succéder. La rivalité entre Londres et Versailles arrive le traité d'Utrecht. Le traité d'Utrecht, c'est bien là ce coup-ci, on a perdu l'Acadie. Donc on dit, oui, l'Acadie française, c'est ce bout-là. Mais ce bout-là, c'est fini, c'est plus la France. Ça devient la Nouvelle-Écosse et ça appartient à l'Angleterre. Je vous ai montré les chiffres, ils ne sont même pas 10 000. Mais il y en a 8 000 qui sont là quand même. Et c'est ce bout-là qu'on pique, et pas l'autre bout où il y a beaucoup de monde. C'est le bout où sont les Français, où ils ont monté leur système d'irrigation, où ils ont fait leur colonie, etc. C'est là. Bon. Donc il dit, ok, mais nous on est là, on habite là. Et il n'y a toujours pas d'anglais, à part quelques soldats. Parce que les soldats sont venus s'installer à Port-Royal. Voilà. Le gouverneur, il est à Port-Royal. Le gouverneur, il dit, maintenant que vous êtes anglais, vous devez prêter serment à l'allégeance au roi
d'Angleterre. Et en face, on lui dit, va te faire voir. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne vous attaque pas. On n'attaquera jamais les Anglais. On n'attaque pas les Français. On est neutre. On est là, on ne bouge pas. Voilà. Et donc le problème de nos amis anglais, qui ne sont pas du tout nos amis, qui n'ont quasiment jamais été, c'est qu'ils sont 250, il y a 8000 Acadiens et 5000 Amérindiens. Et ça, 250, ils veulent gouverner tout le monde. Les Amérindiens, ils se foutent complètement des Anglais, ils vivent à leur ville, et les Acadiens font pareil. Et les Acadiens et les Français, les Amérindiens s'entendent très bien. Ils ont monté leur système, ils vivent comme je vous l'ai dit. Ils ont des religieux qui ont été formés en Nouvelle-France, avant tout au Québec. Et quand ils arrivent en Acadie, ils acceptent, ils comprennent très bien la philosophie des Acadiens, ils s'y mettent. Et donc ils se soutiennent tous, la religion compris. Et les religieux, ce qu'ils apportent, c'est, comme ils sont un peu plus érudits que les autres, ben ceux qui vont faire l'école. Parce que l'école, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Hein, parce qu'on voulait évangéliser les Amérindiens, il y a eu quelques espoirs au début, mais en réalité, c'est nous qui avons été à l'école des Amérindiens. C'est nous qui avons appris leur langue, c'est pas l'inverse. Eux, ils n'ont pas appris notre langue, c'est nous qui avons appris la leur. Voilà. Donc là, les prêtres qui sont là font l'école, et quand il y a, par hasard, un bout de justice à faire, une discorde, c'est les prêtres qui font la justice. C'est pas du tout ni la justice anglaise ou la justice ou les lois françaises ou anglaises qui s'installent. Jamais. Voilà. Donc on est en 1713 et on est dans un statu quo où l'Acadie vit et les Anglais sont les propriétaires. Et les Anglais commencent à s'embêter et nous embêter. Est-ce que vous avez été trop loin? Voilà. Oui. Donc au bout d'un moment, dans les années 1750, bon, j'aurais dû garder le pot avant, dans les années 1750, et avant, on avait créé une très grosse forteresse à Louisbourg. Louisbourg, c'est sur l'île Royale, ça s'appelle Cap-Breton. Sur l'île Royale, c'était le plus gros fort français et c'était le centre du commerce de toute la côte américaine. Donc effectivement, les Anglais n'apprécient pas beaucoup, les marchands anglais en particulier, qu'on ait le port le plus puissant et qui n'est pas l'équivalent ou quelque chose équivalent anglais. Donc en 1749, ils décident de créer Halifax. Halifax va devenir un très grand port. Ce l'est toujours d'ailleurs. Et pour ça, ils font venir 2000 colons, ils font venir tous les gens qui vont construire le port, ils font venir 800 soldats. Donc, je vous avais dit, il y avait avant tout des Français et des Amérindiens, d'un seul coup, la donne, elle change un peu. Hein, puisque en arrivant, les colons anglais, ils disent, bon, on a de la place, nous. Hein, c'est tout pris par les Français partout, donc on a de la place. Et voilà. Et donc les nouveaux gouverneurs qui viennent d'arriver, ils disent, il faut essayer de se débrouiller pour se débarrasser de ces Acadiens qui nous embêtent. Hein. Ils prennent toute la place, nos marchands ne sont pas contents, on a envie de prendre la place, donc voilà. On va recommencer, on va leur demander de prêter serment. Hein. Si vous prêtez serment, en 49, ça fait 36 ans qu'ils sont là, hein, les Anglais, et qu'ils avaient touché à rien pour l'instant. Voilà. Et donc ils commencent à dire il faut prêter serment, et non, c'est toujours non, et non, et non. Et puis un jour, il dit voilà, je vais leur reposer la question, et quoi qu'il arrive de la réponse, je vais les foutre dehors. Voilà. Et il écrit ça au gouvernement anglais, au roi d'Angleterre, qui ne répondra jamais. Tu te débrouilles, c'est toi qui veux faire, tu fais. Il n'y a pas de problème. Alors, il est un peu embêté, ce gouverneur, parce que les braves soldats anglais qui sont là, ils vivent avec les Français. Il n'y a pas beaucoup de dames chez les Anglais.
Donc les dames, ils les trouvent chez les Amérindiennes ou chez les Français. Donc ils sont quasiment cul et chemise, les soldats anglais avec les Français. Donc il sait très bien que les soldats anglais ne vont pas être très attentifs au fait de sortir les Français de là, les Acadiens de là. Donc ce monsieur appelle son collègue qui est gouverneur du Massachusetts. Il s'appelle Shirley. Et ce monsieur dit les Français nous emmerdent, donc j'aurais besoin de tes services. Donc on leur repose la question et on leur dit voilà, vous prêtez serment ou pas? Ils n'ont toujours pas prêté serment. Et donc on leur a dit, à partir du moment où vous prêtez pas serment d'allégeance et que vous êtes sur un territoire anglais, vous n'avez plus le droit d'être propriétaire de vos terres. Voilà. Donc on va vous piquer vos terres, et on va vous piquer vos bestiaux, hein, les ovins, les porcins, etc., etc., etc. Et ce monsieur, au bout d'un moment, il écrit ce qu'on appelle une proclamation. Ce monsieur s'appelle Charles Lawrence. On est en 1755, dans lequel il dit on vous fout dehors. Donc en réalité, il va envoyer ses soldats, ses colonels, discuter avec les Français. Donc là, ils sont à Grand-Pré, dans une église qui s'appelle Sainte-Marie des Bassins. Il y a un grand bassin minier autour de Grand-Pré. C'est la plus grande ville de l'Acadie de l'époque. Donc il y a 418 personnes, hein, que des hommes, des enfants, mais il n'y a pas les femmes qui sont toujours pas conviées. Et donc là, on leur dit, voilà, Son Altesse, Altesse, c'est là-bas en Angleterre, il n'a rien dit, hein, mais c'est pas grave. On dit Sa Majesté, dans sa grande sagesse, a prévu de vous déporter. Voilà. Et, dans sa bonté, Sa Majesté vous permet de garder la liberté, de porter tout votre argent, vos biens, vos meubles, etc., à condition qu'ils ne s'embêtent pas sur les bateaux. On va monter sur les bateaux. Et du jour au lendemain, on dit, on va vous foutre dehors. Voilà. Donc, en réalité, à l'époque, il y a à peu près 13 000 Acadiens, sur l'ensemble, pas que l'Acadie péninsulaire, dont 10 300 à peu près sur la partie péninsulaire, 200 dans une des îles qui appartient à l'Acadie au-dessus, et de l'ordre de 2500-3000 sur la partie Nouveau-Brunswick, sur la terre plutôt. Voilà. Et on leur dit, on va vous mettre dehors. Donc du jour au lendemain, c'est parti. On fait venir 2000 mercenaires du Massachusetts et c'est eux qui s'occupent de tout ça. On va dans les maisons, on sort les familles, on monte sur les bateaux, les enfants sur celui-là, les parents sur celui-là. De temps en temps, on arrive à la ferme, il y a la femme et les enfants. La femme monte sur un bateau, les enfants montent sur d'autres bateaux, et le mari, quand il rentre, il n'y a plus de ferme, il n'y a plus de famille. Voilà. Donc les 3600 premiers, on va les envoyer dans les colonies américaines. Ils sont là. On déplace des Acadiens français, entre guillemets, mais qui sont considérés comme citoyens britanniques. Ça fait 40 ans qu'ils sont britanniques. Mais des Britanniques qui sont des sous-Britanniques, puisqu'ils n'ont pas prêté serment. Donc on les envoie ailleurs, dans des pays britanniques. Voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans toutes les colonies. Si je prends l'exemple du Massachusetts, qui est celui qui a donné un coup de main, sur les 3600 premiers, la première année on envoie 3600, on a fait partir 3600, il en reçoit 1043 lui, précisément. Au Massachusetts, il a tout prévu. On donne un passeport aux gens, ils ont 5 miles autour de l'endroit où ils habitent pour bouger, pas plus. 5 miles, ça fait 8 km, hein. C'est pas énorme. Vous avez le droit de travailler, mais obligatoirement en CDD, ils ne s'expriment pas comme ça, mais toujours des temps très courts et pas de boulot en continu. La moitié des gens vont mourir parce qu'il y a une épidémie de peste la première année, donc tout va bien. Un quart va mourir parce qu'il fait faim et il fait très froid cette année-là. Et puis les autres, ils ont survécu comme ils ont pu, sachant que s'ils dépassaient les 8 km,
on les fouettait en place publique ou on les fusillait comme rebelles. Voilà. Voilà ce qui s'est passé pour le Massachusetts. Il s'est passé guère mieux que les autres. D'autres fois, c'était simplement, ils étaient en milieu pénitentiaire. Voilà. La Virginie, elle a dit, ah, je ne veux pas que c'est rigolo. Retour à la Grande-Bretagne tout de suite. Hein, c'est la Grande-Bretagne qui nous envoie, nous on n'en veut pas. Hein. Virginie, c'est le premier qui était venu raser l'Acadie, hein, le gouverneur. Voilà. Si je prends ces pays-là, Géorgie, Caroline du Sud, là on les traite comme les esclaves noirs, pareil. Hein, c'est des sous-hommes. Ils n'ont pas prêté allégeance, donc voilà. Il faudra attendre un traité en 1763 pour qu'ils aient le droit de bouger, aller ailleurs. Et là, bouger, aller ailleurs, c'est un peu compliqué. Il y en a qui quitteront la Géorgie pour remonter en Acadie. Il n'y a que 3000 km à pied à faire. Il n'y a pas le chemin tracé, il n'y a pas de GR, il n'y a rien. Mais c'est pas grave. Il faut bien voir qu'ils ont déplacé en 3 ans 12 600 personnes. Et que sur ces 12 600, il y en a environ 8000 qui sont morts au milieu de tout ça. Que les parents ont été séparés des enfants, qu'ils ont fait adopter par des familles américaines les gamins, puisqu'ils n'avaient plus les parents, ils les envoyaient dans les pays. Voilà. Et que tous ces braves gens, heureusement pour eux, il y en a certains qui avaient réussi à partir vers le Québec, à repartir vers Saint-Pierre-et-Miquelon, ou à occuper un peu les îles au nord. Mais 55, 56, 57, c'est le déportement des Acadiens. 58, ils occupent les îles et ils renvoient les Français en France. De la même façon. Et parmi ces Français, il y a beaucoup d'Acadiens qui étaient venus se réfugier sur les îles. Donc si je prends l'île Saint-Jean qui est là, il y a 3500 personnes qui habitent sur l'île. Il y a 2500 Acadiens d'ailleurs. Hein, on crée 10 bateaux, 350 passagers par bateau. Quand on fait venir des gens en bateau depuis la France, il y a 150 passagers. Là, il y a 350 sur le bateau. Voilà, donc, les bateaux ne sont pas en état, il y en a 3 qui coulent sur le trajet. Donc voilà, c'est toujours 1000 de moins. Et puis les autres, ils arrivent en France, tant bien que mal, c'est-à-dire sur les 2500 qui arrivent, il y en a 1700 qui arrivent en France. Les autres sont morts sur le trajet. Dans les premières années, il y en a qui ne plaisaient pas. Donc on les envoyait directement dans des ports anglais. Et qu'au lieu de les envoyer là, la Virginie les a renvoyés dans les ports anglais. Dans les ports anglais, ils sont prisonniers de guerre dans les ports. Voilà. Et donc ils vont passer de 1755, 56, 57, 58, dans ces eaux-là, jusqu'à 1763 en prison, en Angleterre. En 1763, nouveau traité, on refait la paix, on vous rend aux Acadiens, voilà. Donc vous rendez les Acadiens, mais ça, leur doit s'étendre. On les a transportés, on les a nourris, donc ça coûte temps. Voilà. Donc c'est un peu outrecuidant, mais donc la France négocie, on l'a payé quand même quasiment à manger pour tout le monde pendant toute la période où ils étaient en prison, où ils étaient anglais aussi bien que ce qu'on a payé. Mais voilà. On a envoyé 4 bateaux en Angleterre, donc je rappelle que c'est plutôt une vingtaine de bateaux qui étaient partis de là pour aller en Angleterre. On a envoyé 4 bateaux pour amener les gens qui étaient encore en vie. Voilà ce qui s'est passé. Donc effectivement, même ces gens-là, qui étaient partis sur des îles à côté, les Anglais ont été les chercher, ils les ont envoyés plus loin. Ceux qui étaient partis au Québec, les Anglais, qui étaient aussi partout dans le Canada, on les a cherchés, de temps en temps ils en ont trouvé. Les Québécois, ils n'étaient pas empressés de donner leurs copains. Donc il y a tout un tas d'histoires de gens qui ont vécu pendant des dizaines d'années au milieu de certaines forêts. Les Québécois étaient au courant, les Anglais ne l'étaient pas, et tout allait bien. Donc la plus grande partie des Acadiens d'aujourd'hui sont au Canada. Mais bon, on en a voyé un peu partout. À l'issue de leur passage dans les colonies anglaises, au moment où en 1763 on leur a dit bon, vous pouvez bouger, il y a certaines colonies qui les ont envoyées à Porto Rico, par exemple la Géorgie. Et dans les 3 mois qui suivaient, à Porto Rico, ils étaient tous morts. Hein, c'est comme ça, c'était bien. On les envoyait dans les Antilles anglaises, on les envoyait un peu partout.
C'était un peu difficile pour nos copains acadiens. Ils ont fait, pour certains, quasiment le tour du monde avant de retrouver. Mais la règle, entre guillemets, c'était quand on déplace une population, c'est pour l'envoyer chez elle. Hein, c'est pas pour l'envoyer en territoire ennemi, au milieu de gens qui ne les considèrent pas, parce que j'ai parlé du Massachusetts, mais c'était valable pour toute l'économie. Les Français, pour les Anglais, c'était des ennemis, c'était des papistes, des antéchrists. Ils avaient une religion, c'était leur roi qui avait créé la religion. Donc, c'était des gens non fréquentables. Il n'y a qu'un État, le Maryland, l'État de Marie. Hein, Marie, Henriette, hein, la femme du roi. Et donc, là, il y avait un baron à Baltimore qui était catholique. Et donc, il y avait un bout d'État qui était catholique. Donc là, ils ont été avec les mêmes règles, hein, vous n'avez pas le droit de bouger, etc. Les gens étaient beaucoup plus gentils avec eux. Il y en a qui sont restés dans le Maryland. Et à côté de Baltimore, il y a une banlieue qui s'appelle Frenchtown. Toujours. Mais c'est le seul endroit où j'étais à peu près correctement accueilli. Réaction en France, Louis XV, tout va bien. On n'a plus d'épines dans le pied, truc qui nous embêtait. Hein. Et notre ami, qui n'est pas notre ami dans ce cas-là, Voltaire, s'est cru intelligent de raconter que on est en 1755. 1755, pour certains d'entre vous, vous vous rappelez peut-être, on y était tous, le 1er novembre 1755, Lisbonne. Hein, les Meknès aussi pour les Marocains. Donc, gros événement où 80% de Lisbonne est rasée et beaucoup de la population. Et Voltaire a dit il aurait mieux valu que ce soit l'Acadie qui soit engloutie plutôt que Lisbonne. C'est gentil. Hein, c'est le siècle des Lumières, il avait été un jour-là. Voilà, donc parmi les gens de la famille, il y a un certain Pierre Thibaudeau. L'Acadien Thibaudeau, donc on voit sa plaque qui est installée à Grand-Pré, c'est là où il habitait. Ce monsieur, il n'est pas arrivé dans les époques que j'évoquais, il est arrivé en 1651. Avec monsieur Le Borgne, j'ai parlé très rapidement de Le Borgne, on l'a vu apparaître, mais voilà, c'est un des gouverneurs. Monsieur est né dans le Poitou, en réalité il est né à Marance, au Charente-Maritime, mais bon, vu de là-bas, Poitou, le Charente, parce que tous les gens qui sont arrivés avec Isaac de Cheuilly de la F, c'était des Poitevins. Donc, l'Acadie était Poiteville, pour beaucoup, vu de loin, sous ce Poitou. Bon, il vient de Charente-Maritime, ce monsieur, et ses parents sont connus, etc. Il est allé arriver en Acadie à Port-Royal, il a épousé une dame Thériault, il a eu 18 enfants. Il faut bien peupler l'Acadie. Voilà. Donc, et il a fait une vie intéressante. Pour ceux qui ne parlent pas latin, son emblème, ça veut dire les récoltes sont abondantes. Voilà. Donc, ce monsieur a eu 18 enfants. Donc, je vais vous parler de 2 de ces 18 enfants. Hein. Je ne peux pas parler de tous. Pour ceux qui sont habitués, c'est la généalogie que je propose. Vous voyez, quand il y a des numéros, ça veut dire que c'est des gens de la famille de mes petits-enfants, de ma belle-fille. Donc, ce côté de la famille. Ce côté, c'est notre côté dont je vais vous parler. Donc, la 4e enfant, 4e fille, Anne-Marie Thibaudeau a épousé un monsieur Boudreau. Ils ont eu 10 enfants. Le 6e, Joseph, s'est marié, et Joseph, en 1755, il a été envoyé avec son épouse dans les prisons à Liverpool. Donc il reviendra en 1763, en avril 1763, il arrivera à Saint-Malo, au port de ces Francs qui est juste à côté de Saint-Malo, et lui mourra le 5 mai 1763, et son épouse le 17 juillet 1763 à Saint-Malo. Voilà. Donc le fait d'avoir passé 8 ans dans les prisons anglaises n'a pas aidé, mais ils sont morts en France. Les enfants, eux, ont survécu en Acadie. La fille de ce monsieur qui est mort
à Saint-Malo, a épousé un monsieur qui s'appelle Saunier. Ils ont eu 5 enfants. Au moment de la déportation, elle a été tuée pendant la déportation. Lui, il a réussi à s'enfuir avec 4 enfants. Les 4 derniers, l'aîné, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est parti à Québec, il mourut en 1765 à Québec. Et ses enfants, comme je l'ai dit, traverseront, ne resteront pas à Québec, ils passeront sur la rive nord, ils iront en forêt. Le deuxième épousera une dame, Geneviève Poulain. Il mourra à l'âge de 80 ans, elle a 87. Et c'est les ascendants de mes petits-enfants. Si je prends ce côté-là, le 11e de la famille, le 4e fils, s'appelle Pierre Thibaudot. Pierre, fils de Pierre, il épouse une dame au coin. Ça, c'était présent en 1605 déjà, ses ancêtres. Donc ça, c'est les Acadiens depuis l'origine. C'est-à-dire que, quand on regarde sur ces 2 branches, il y a des Amérindiennes partout. Il y a des hommes et il y a des Amérindiennes au-dessus d'elles. Bon. Là, c'est pareil. Les Thibaudot, ils auront des enfants, encore en nombre, etc., etc. Si je vais chercher très loin, en 1934, il y a un monsieur qui s'appelle Rufus Thibaudot, dont on entend parler dans la chanson des Acadiens, qui naîtra, et bien c'est le descendant de ce monsieur. Et quand on regarde Rufus, son papa s'appelle Élise Thibaudot, sa maman s'appelle Olympe Thibaudot. Et ils descendent d'un Paul Thibaudot, qui est le petit-fils de celui-là, par tous les 2 de Paul, mais par des cousins très éloignés. Parce que, par chance, eux qui sont morts à Port-Royal, elle est morte en partant sur le bateau. Il l'a mené dans des colonies. Ceux d'en dessous, juste en dessous, eux, ils ont été prisonniers à Halifax. Ils sont restés en 1763 en prison à Halifax, dans le port Halifax. Elle est décédée, les 2 enfants sont décédés, et le papa réussit à aller en Louisiane avec 5 enfants. Pierre Cyril, l'aîné, c'est lui qui ramènera Rufus Thibaudot. Rufus Thibaudot, si vous ne le connaissez pas, c'est un violonneux, comme on dit là-bas. C'est la musique à jeun. Il est dans The Hall of Fame de la musique à jeun, donc c'est quelqu'un de très connu. Il est mort malheureusement en 2005, je veux dire, ce monsieur. Et si vous voulez, juste un point supplémentaire, il a écrit plusieurs albums, donc 5 pour Neil Young. Crosby, Nash & Young. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pourrais en dire beaucoup plus, mais vous avez peut-être des questions à me poser sur ce que sont devenus tous ces gens-là. Je ne vais pas vous citer toutes mes sources, je vais m'arrêter à la question. Et actuellement, ils sont plus de 2 millions. Ils ont une grande association. Depuis un certain temps, vous l'avez peut-être aperçu dans les transparents au tout début, ils ont pris un drapeau, qui est le drapeau de l'Acadie, qui n'existait pas à l'époque, qui a été inventé en 1904. Vous voyez là. C'est un drapeau français avec une étoile. L'étoile jaune, la couleur du pape, les fameux papistes. Voilà. Donc, il y a une très grande communauté au Québec. Il y en a qui sont retournés vivre en Acadie, beaucoup, même en Acadie péninsulaire. Il y en a qui vivent toujours dans le Maine aujourd'hui, mais il y en a qui vivent au Malouine. Il y en a qui vivent en Guyane. Ils ont peuplé la Guyane. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a envoyé tout un tas de gens en France. Je ne vous ai pas montré tous les transparents, on a envoyé beaucoup en France. Et en France, ils n'étaient pas plus faits pour la France. Retomber sous des seigneurs qui leur imposent tout un tas de choses, alors qu'ils ont vécu tout à fait autre chose. Ils voulaient repartir. Donc il y a des gens qui leur ont fait miroiter que la Louisiane, c'était très bien, c'était un paradis, etc. Ils n'étaient pas du tout enclins à partir en Louisiane, ces gens-là. Parce qu'il fait trop chaud là-bas. Eux, ils avaient l'habitude du froid, de la neige, etc. Et c'était ça qu'ils recherchaient. D'où ça ne leur faisait pas peur d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou voilà. Ça leur allait très bien de monter dans le nord du Canada, ça allait bien.
Mais on ne leur posait pas beaucoup de choses. La France ne souhaitait pas les envoyer en Louisiane au départ, parce qu'il y avait eu un accord secret entre la France et l'Espagne pour qu'on rétrocède la Louisiane aux Espagnols. Donc on ne voulait pas les laisser partir pour qu'ils deviennent le lendemain matin espagnols. Mais malgré tout, il y a un monsieur qui s'appelle Pérou, qui a magouillé auprès du roi de France, du roi d'Espagne, etc., pour les amener là-bas. Il y en a beaucoup qui sont partis là-bas, qui n'ont pas regretté parce qu'ils ont vécu, mais c'est des marécages, c'est des maladies, c'est que des bayous, des trous d'eau et des crocodiles au départ. Il a fallu s'installer en Louisiane, c'était pas facile. Bon. Mais ils sont partis partout dans le monde, ces gens-là. Il y a toujours une trentaine de familles acadiennes ou manouines, parce que les manouines étaient françaises à l'époque, avant d'être anglaises, avant d'être... voilà. Il y en a beaucoup qui sont partis à Haïti. Ils allaient où ils pouvaient, il y en a qui sont allés dans quasiment toutes les Antilles néerlandaises en particulier. Et ceux qui étaient rentrés en France, ceux qui ont fait le meilleur choix, en réalité, c'est ceux qui sont partis en Guyane. Alors la Guyane, c'est la France. Et pourquoi les Français étaient prêts à les envoyer en Guyane? Parce que la Guyane était peuplée par des Hollandais et des Allemands. Il n'y avait quasiment pas de Français en Guyane française à l'époque. Donc un peu comme à l'Acadie, il n'y avait pas d'anglais et donc ils voulaient peupler, on n'a pas fait partir les Hollandais et les Allemands pour autant. On a envoyé les Acadiens et ils se sont installés en Guyane. Est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai encore des choses à dire? Je vous en prie. Pardon? Brouage, centre de la France. Oui. Alors effectivement, vous l'avez vu avec Pierre Thibaudot, on considère qu'ils sont tous du Poitou. Effectivement, monsieur de Razilly, lui c'est un Tourangeau. Il avait récupéré, toutes les familles qu'il a récupérées, c'est au sud de la Touraine, donc c'est plutôt le Poitou. Et donc les descendants de ce monsieur ont fait quelque chose qui s'appelle la ligne des Acadiens en France. Ils ont produit une cinquantaine de fermes. C'est sur une ligne droite, il y a une route, il y a des fermes. Ils ont construit des fermes, il en reste 37 encore aujourd'hui qu'on peut visiter. Il y a un musée des Acadiens dans une des fermes à Archigny. Et c'était la ligne des Acadiens. On essayait de faire venir les Acadiens. Donc si vous allez dans des petites villes, Châteauroux, ou comme ça, il y a la promenade des Acadiens, par exemple. Parce que pendant certains temps, ils sont tassés dans des villes françaises avant de trouver un point d'attache. Parce qu'ils étaient rentrés par les ports. J'ai parlé de Saint-Malo et Morlaix pour ceux qui ont ramené d'Angleterre, mais il y en avait partout, à Nantes, un peu partout. Il y a 3000 personnes qui ont un peu traversé la France comme ça, et qui sont beaucoup retrouvés à Nantes en attendant de partir en Louisiane. La majorité est partie en Louisiane. Mais on a essayé de... Il y a deux points. Donc il y a effectivement le centre de la France et ce que j'évoque avec Archigny et les fermes. Il y avait un autre endroit où on les avait ramenés, c'était Belle-Île-en-Mer. Parce qu'en 1763, quand on signe avec encore l'Angleterre pour dire on rapatrie tous ceux qui sont en prison en Angleterre, les Anglais vidaient Belle-Île, qui était anglaise juste avant. Donc il n'y avait plus d'habitants sur Belle-Île. Donc on a essayé de mettre, on a ramené 400 Acadiens, 70 familles à Belle-Île-en-Mer pour peupler Belle-Île. Malheureusement, ils n'y sont pas plus. C'est pas que le climat leur n'est pas, c'est un peu moins froid que de l'autre côté, mais c'est très humide quand même. C'est très bien l'été, l'hiver c'est un peu plus difficile. Mais le problème de nos Bellidois, c'est qu'ils parlaient breton. Et que les autres en face, ils parlaient français. Ou le français de l'Acadie, maquiné de termes amérindiens. Voilà, donc ils ne s'entendaient pas très bien. Ce qui fait que sur les 400 à peu près qui sont venus sur Belle-Île, en 1773, il en restait 41. Quand on a fait un peu le bilan en 1773 des Acadiens en France, il en restait à peu près 1500 en France, et puis les autres étaient repartis à l'autre bout du monde, et beaucoup en Louisiane. Voilà. Les deux grandes implantations, alors donc effectivement,
en France, on y a des villages qu'on considère comme acadiens, puisque ces Acadiens, ils essayaient de se retrouver ensemble, entre eux. Ils avaient l'habitude de vivre et de coopérer entre eux. Ils voulaient recréer ça quelque part en France, ce qu'on ne leur permettait pas, franchement, non plus. Oui, mais Pouache, c'est là où est né Champlain. Oui, alors après qu'il y ait des échanges entre le Poitou, les Charentes, etc. Et il y a toujours des échanges du fait justement de ces grandes associations d'Acadiens qui existent dans le monde entier. Une partie des vitraux a été offerte par le Québec et les Acadiens. Oui, c'est la partie Nouveau-Brunswick. Parce que quand vous visitez l'église, on voit les Hurons, les Acadiens. Alors, les Hurons, il y en avait un peu partout. Hein, puisque quand j'ai parlé des filles du roi, c'est les Hurons protégeaient les Ursulines à Québec. C'était eux qui protégeaient de l'attaque des Iroquois. Donc les Hurons, c'est plutôt effectivement ce côté de l'Amérique. Donc effectivement, il y a 3 peuplades qui étaient autour de l'Acadie, il y a d'autres peuplades qui étaient un peu plus loin. Québec, c'est pas très loin de l'Acadie. C'est à 400 km.